Madame Germain. Oui. Madame Germain, vous pouvez vous présenter un peu, nous donner les idées générales de votre équipe? Très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Cécile Germain-Écuère, j'ai 35 ans. Je suis professeure d'allemand en collège REP+ à Mulhouse et je suis la tête de liste Alsace pour les écologistes, donc la liste menée par Eliane Romani, Il est temps pour l'écologie et la justice sociale en Grand Est. Donc notre équipe, c'est une alliance de plusieurs partis politiques et de citoyens non encartés de la société civile. Donc pour citer les grands partis, Europe Écologie Les Verts, Parti socialiste, les communistes. Nous avons aussi Nouvelle Donne, Alternative alsacienne, le mouvement des progressistes, Génération Écologie et Cap Écologie. Donc voilà, c'est un petit peu un rassemblement. Et donc voilà, pour nous, l'éducation, c'est un enjeu bien sûr majeur, puisque comme c'est l'écologie qui est le cœur de notre programme, l'éducation, la sensibilisation des générations futures pour les préparer aux enjeux et aux défis que sont la chute de la biodiversité, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique même, on peut dire, et puis aussi tous les problèmes sociaux qui sont en train d'apparaître avec les montées des extrêmes un petit peu partout dans le monde. Donc, nous avons à cœur de former une jeunesse qui soit prête à faire face à tous ces enjeux. Notre liste donc marche sur ces deux pieds, donc justice sociale et écologie, parce que si vous le savez pas encore, ça fonctionne bien sûr de pair. Les personnes les plus impactées par tous les problèmes environnementaux sont les personnes aussi qui sont le plus en situation de précarité. Donc voilà, je pense que j'ai résumé à peu près l'idée de notre liste. Et sur l'éducation, je pourrais en parler un peu après. Oui, vous avez apparemment déjà le bagage qui est intéressant pour le côté éducatif. Nous vous avions donc demandé de choisir 4 thèmes parmi ceux qui sont chers à la FCPE. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez choisi? Alors oui, alors je vais commencer par dire que pour notre partie, notre objectif quand même c'est de donner à tous les jeunes une occasion, une possibilité de construire son avenir et de participer à la construction d'un monde meilleur. Et donc pour ça, il me paraissait important de parler de la formation, du lycée numérique, donc le lycée 4.0, qui est l'un des gros enjeux de la région Grand Est, de parler aussi des mobilités. En tant qu'écologiste, bien sûr, on pense aux problèmes qui sont liés à l'accaparement des terres, à la pollution, problèmes sanitaires aussi, et bien sûr les lycées verts. Voilà, les écologistes, les verts. Donc, je peux développer tout ça un peu après. Vous voulez que je développe maintenant? Comme vous voulez. Ben, vous menez les débats, vous y allez. Très bien. Alors, je vais commencer rapidement sur la mobilité. Ça va être le plus simple. Donc, nous, on mettra en place à notre élection une mobilité gratuite, en tout cas les transports gratuits pour les trains et les réseaux de bus régionaux, et donc le ramassage scolaire pour les lycéens jusqu'à 25 ans. Donc, les lycéens sont bien sûr concernés. Donc, gratuité de transport pour les moins de 25 ans. Ça nous paraît important puisque ça renforce l'accessibilité aux lieux de formation pour tous les jeunes. Ça permet de défendre l'équité des territoires et puis ça augmente aussi le pouvoir d'achat pour les parents. Quand on a plusieurs enfants et qu'il faut payer plusieurs abonnements scolaires, ça commence à peser. Et ça nous permet aussi de permettre aux jeunes de prendre de bonnes habitudes, de leur montrer que peut-être la voiture, si dans certains territoires elle est nécessaire, elle n'est pas obligatoire pour tous les parcours. Donc la mobilité, ce premier point. Deuxième point, ce serait la formation, puisque nous défendons l'idée qu'il faut absolument mettre en place une transition écologique pour faire face aux défis de demain. Et former les jeunes, donc encourager les formations dans le domaine de la transition. Ça va être l'ESS, ça va être l'agriculture biologique, ça va être aussi dans l'innovation avec les textiles, la recherche et l'innovation. Ça va aussi être dans les textiles, la filière bois, etc. Tous ces emplois qui peuvent être sur le territoire et qui demandent différents niveaux de compétences. Ça peut être de la main-d'œuvre non qualifiée à de la main-d'œuvre, à des employés très qualifiés.
Donc, de vraiment encourager la formation dans cette direction. Mais avant de trouver sa formation, un jeune, il doit savoir qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il veut aller. Et pour l'aider à s'orienter, on a besoin bien sûr de conseillers d'orientation psychologues. Alors maintenant, ils ont aussi la compétence psychologue, mais nous, on voudrait aussi renforcer vraiment cette capacité à orienter les jeunes. Donc, recruter davantage de COPSI, leur permettre d'être bien au courant de ce qui se passe sur le territoire, donner des budgets pour que les portes ouvertes, les carrefours des métiers, etc., puissent avoir lieu, qu'on puisse y emmener les élèves pour qu'ils puissent s'informer. Optimiser aussi la plateforme jeunesse pour trouver des stages, pour trouver des emplois. Mettre en place une plateforme de transition vers l'emploi qui permettra à des jeunes, par exemple en situation de décrochage, où on sent que on le voit apparaître le décrochage, hein, c'est pas du jour au lendemain le jeune il vient plus à l'école. Donc quand on repère un jeune, de se dire ben voilà, il y a de faire des formations, des stages, des petites journées en inclusion dans une entreprise pour se dire voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut t'intéresser et peut-être que ça vaut le coup de rester à l'école, mais d'envisager ta formation différemment. Et bien sûr, pour tous les territoires qui sont un petit peu isolés concernant l'orientation, puisque les CIO, beaucoup de CIO ont fermé ces dernières années, c'est de mettre en place un orientibus qui pourrait aller dans chaque territoire, se poser avec des jours fixes. Les horaires seraient donnés, bien sûr, dans les lycées, mais pas que, pour aider les personnes à s'orienter. Le troisième point, ce serait le lycée vert. Donc, nous voulons des lycées qui respectent qui respectent l'environnement dans leur construction, qui respectent aussi l'humain. C'est-à-dire, nous ne sommes pas vraiment enclins à construire des nouveaux lycées énormes où on a vraiment une concentration des jeunes. On veut que ce soit des établissements où les jeunes se sentent à l'aise. On sait qu'un jeune sur 6 décroche au lycée, si je me trompe pas. Donc, qu'ils soient dans un environnement où ils ont du plaisir à aller. Y mettre en place, par exemple, de la revégétalisation, des îlots de biodiversité pour conserver aussi ce contact avec la nature qui manque à beaucoup de jeunes et puis qui peut aider aussi les enseignants à avoir des activités concrètes sur le terrain, notamment pour les professeurs de biologie. Ce sont des lycées à énergie positive où on va pouvoir mettre donc forcément des panneaux solaires, on va renforcer l'isolation. Il y a le problème du désamiantage aussi pour de nombreux lycées. Donc vraiment des lycées où il fait bon vivre, où on a des cantines, où l'alimentation elle est bio, elle est de qualité, où les enfants les jeunes sont bien accompagnés pour que leur santé soit bonne. Et enfin le dernier point, donc c'est le lycée 4.0. Alors nous, on a une position un petit peu à part. On a été assez surpris par cette mise en place qui s'est faite assez rapidement. Et donc pour nous, le lycée 4.0, ça doit d'abord être mis en pause. On doit d'abord faire un bilan sur ce qui s'est fait. Qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on attend vraiment du lycée? Est-ce qu'on a besoin d'un ordinateur pour chaque enfant? Est-ce qu'il ne faut pas mieux viser en priorité les familles qui ont des difficultés à se procurer un ordinateur? On n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir un ordinateur par enfant dans la famille. Soulever aussi le problème des écrans, le problème des déchets qui y sont liés. Ça ne veut pas dire que nous sommes contre le numérique à l'école. Ça veut juste dire que pour nous, le numérique, ça doit être quelque chose de réfléchi, réalisé en concertation avec les professeurs, avec les parents d'élèves et avec les élèves, pour savoir de quoi on a vraiment besoin. Pour nous, l'idéal, ce serait que dans chaque établissement, il y ait une salle informatique qui fonctionne bien, avec des formations, des vraies formations pour utiliser l'objet ordinateur et pas juste se dire on donne un ordinateur et puis débrouillez-vous, chacun bidouille un petit peu dans son coin. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui ne savent pas vraiment utiliser le mode traitement de texte. Donc ça nous pose aussi question et ça leur permettrait aussi de se former pour trouver du travail plus tard. Donc pour nous, si le lycée 4.0, le mettre entre parenthèses et proposer des alternatives avec notamment du matériel de préférence reconditionné, des logiciels libres qui éviteraient aux élèves de rentrer un peu dans la spirale des grands groupes. Je pense à Microsoft qui nous vend tout de suite la licence avec Word. Aujourd'hui, tout le monde sait utiliser Word, mais si vous avez commencé à apprendre le traitement de texte sur LibreOffice, par exemple, vous n'êtes pas obligé, une fois adulte, quand vous avez un ordinateur, de payer une licence pour avoir Word chez vous.
Donc ça, tout ça, ce sont des enjeux qui nous paraissent pertinents parce que derrière, il y a de l'argent aussi qui est dépensé. Il y a de l'argent à économiser, puis surtout l'émancipation de nos jeunes pour éviter de les mettre tout de suite dans les bras des GAFAM. Voilà, j'ai à peu près fait le tour et donc je suis ouverte à vos questions parce que je ne sais pas toutes. Merci madame. Effectivement, nous avons quelques petites questions à vous poser. Vous abordiez le lycée 4.0 et pouvez-vous nous dire si justement vous envisagez d'emblée l'utilisation des livres? Alors, moi, je dirais que le gros avantage du lycée 4.0, je dirais même pour moi, en tant qu'enseignante, le seul vrai avantage du lycée 4.0, c'est le poids du cartable. Donc là-dessus, c'est difficile de dire aux gens, ben non, il y a pas, non, il faut maintenant revenir avec tous les livres que les jeunes avaient dans le sac à dos. Je pense que eux-mêmes le disent, ils vivent mieux par rapport à ça. Mais ça nous obligerait. Enfin, moi, je pense que le livre est essentiel. Il ne tombe pas en panne. On n'a pas besoin de le recharger. Il est disponible un peu n'importe quand. Donc, il y a vraiment une idée. Alors, la première chose pour moi, la concertation avec les professeurs pour savoir est-ce qu'ils veulent utiliser l'ordinateur ou pas. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en utiliser dans leurs cours. Et s'ils n'en ont pas envie, comment est-ce qu'on fait pour que le poids du cartable ne soit pas à nouveau catastrophique? Donc, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir autour de ça, avec notamment des casiers, avec peut-être plus de réflexion, de concertation entre les professeurs sur qui prend quoi. Parce qu'on sait aussi qu'un ordinateur, ça s'oublie. Donc, quand on a oublié son ordinateur, c'est tous les livres de la journée finalement qui ne sont plus là, si tous les professeurs l'utilisent. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion à avoir. Oui, moi personnellement en tout cas, je suis pour le retour du livre. Ce n'est pas marqué comme ça dans notre programme. Je vous remercie. Le premier thème que vous avez souhaité aborder avec nous ce soir, c'était le thème de la mobilité et des transports. Vous souhaitez mettre en place la gratuité pour tous, en tout cas pour tous les jeunes de moins de 25 ans, de 26 ans, notamment les lycéens. J'aimerais savoir si vous avez envisagé l'ouverture de nouvelles lignes, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont isolés, des lignes qui sont pénalisées parce qu'ils n'ont pas le bus devant chez eux. Qu'envisagez-vous pour les circuits de transport, pour les secteurs reculés? Voilà, quelle politique de développement de transport avez-vous? Alors, nous, on a déjà acté qu'on augmentait de 1 milliard le budget transport sur le mandat pour justement ouvrir. Alors, c'est plus pour le ferroviaire d'abord, pour ouvrir certaines lignes régionales qui sont encore manquantes, des chaînons qui manquent, mais aussi pour renforcer le bus, les cars scolaires, pardon, ou les cars en général sur la région. On a aussi vous savez sans doute que les cars scolaires normalement sont obligés d'accueillir des passagers qui ne sont pas des scolaires. Et nous, justement, on voudrait profiter des cars scolaires qui existent pour renforcer un peu le cadencement, permettre d'aller un peu plus loin et repenser vraiment la carte du réseau des cars. Je vous remercie. Excusez-moi, je rajoute, c'est un peu bête de dire ça à chaque fois, mais toujours en concertation, parce que ça, bien sûr, c'est pas quelque chose qui se décide à Strasbourg ou à Metz. Ça doit être quelque chose qui est fait avec les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, mais aussi les habitants du territoire qui ont aussi ce besoin d'écart pour se déplacer. Bien. Alors, c'est vrai que les bus peuvent accueillir des non-scolaires, peuvent faire office de transport pour les citoyens, pour tout un chacun. Donc, on imagine que remplir les bus, même en temps de Covid, est quand même peut-être un sens, a de l'utilité. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir que surtout dans les lycées, le nombre d'élèves par classe dépasse aussi, on pourrait mettre un bus peut-être dans une classe. Ils sont très nombreux, les effectifs sont vraiment très, très importants. Et une fois élu, envisageriez-vous quelque chose à ce niveau-là? Parce que pour les études, ce n'est pas forcément les meilleures conditions. Les classes sont surchargées. Les demi-jauges ont été impératives à mettre en place. Ça a été très compliqué pour les conditions sanitaires et d'autant plus pour les conditions pédagogiques. Qu'envisagez-vous à ce niveau-là?
Alors, pour nous, alors c'est déjà pas forcément la région qui décide combien d'élèves rentrent dans une salle de classe. Malheureusement, c'est le choix du rectorat. Mais on a bien remarqué, notamment avec le Covid et l'alternance qui se faisait sur les lycées, avec d'un côté une semaine, un demi-groupe qui vient une semaine, puis la deuxième semaine il est à la maison, que les conditions de travail sont quand même optimales quand on est en demi-groupe. Surtout que là, il s'agit de parfois une vingtaine d'élèves déjà, hein, ce qui est déjà une grande classe, enfin une classe normale, on va dire, hein, dans ce qu'on imagine. Alors nous, on n'a pas forcément la main dessus, mais on veut travailler avec le rectorat, notamment pour avoir des établissements plus petits. J'étais par exemple devant le Jean Mermoz l'autre jour, où on voyait à Saint-Louis, le plus grand lycée d'Alsace, on est à 2400 élèves et nous, on voudrait des structures plus petites pour que justement les jeunes se sentent plus à l'aise, toujours dans l'idée de lutter contre le décrochage, mais aussi pour d'agir pour la réussite des élèves, qui se sentent plus accompagnés, d'avoir donc des lycées qui aient des tailles restreintes, qui permettraient, mais des tailles plus petites, mais où on pourrait mettre des salles de classe assez grandes, où les élèves pourraient être, comment ça s'appelle, pour diminuer le nombre d'élèves dans les lycées qui existent déjà. En tout cas, nous, on aurait pour projet d'ouvrir quand même quelques lycées sur le territoire, ça paraît assez urgent, pour désemplir les classes et de travailler avec le rectorat pour qu'il y ait aussi le recrutement des professeurs, hein, parce que à chaque fois qu'on divise les classes, il faut qu'il y ait des professeurs qui viennent. Et là, on arrive sur un autre problème qui n'est pas du ressort de la région. Hein. C'est vraiment le recrutement des enseignants, la politique de l'éducation nationale par rapport à ça. Mais dans l'idéal, bien sûr, on préfère des classes plus petites. Vous envisagez de renforcer le partenariat peut-être avec le rectorat et l'éducation nationale? Oui, sur beaucoup de choses, je pense que le rectorat est un acteur incontournable. On parle aussi des activités scolaires sur le temps scolaire, mais qui concernent l'éducation civique ou ce genre de choses, les langues régionales aussi. Et je pense que là, si on ne travaille pas avec le rectorat, on n'ira nulle part et on sera très content d'avoir de très beaux lycées, mais où finalement il n'y a pas de profs et où les classes sont, ou alors les classes sont à nouveau surchargées parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient fermer ailleurs. Voilà. Très bien, nous évoquions le partenariat avec l'éducation nationale et le rectorat. Et la région est engagée avec le privé, avec la société Microsoft, pour les logiciels. Et vous en parliez justement. Vous évoquiez l'éducation dès le plus jeune âge. Et pour l'utilisation de traitements de textes libres, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment mettre en place de façon générale, de façon impérative? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, hein, ça me paraît évident que on se bat, nous, contre le fait qu'il y ait des entreprises qui entrent dans l'école. De plus en plus, c'est le cas. Malheureusement, on peut le voir. Hein, moi, je le vois tous les jours dans mon collège, mais sur le matériel informatique, c'est en plus ça oblige les jeunes à consommer plus tard des licences Microsoft, comme vous le disiez. Donc nous, on pense vraiment que l'alternative du libre, elle existe. Elle est fiable et il faut qu'elle soit utilisée. Et je vais même plus loin, c'est pas que pour l'éducation des jeunes dans les lycées, c'est même dans les administrations, avoir des formations pour les personnels des collectivités territoriales pour qu'ils sachent les utiliser. Le problème, je vais prendre un exemple rapide. Hein. Dans mon établissement, on a un responsable numérique qui est là-dedans. Lui, ça lui plaît. Donc, du coup, sur tous les ordinateurs, les gens, ils ont le choix. Soit ils prennent Word, soit ils prennent LibreOffice. Et les collègues ne vont pas vers LibreOffice simplement parce qu'ils ont pas été formés. Moi, j'ai un père qui était informaticien. Il m'a toujours mis LibreOffice sur l'ordinateur. Donc, c'est sûr que je vais plus facilement y aller parce que je le connais bien, ce logiciel. Donc, il y a vraiment un problème de formation pour sauter le pas du libre. Tant que c'est loin, on se dit non, mais c'est horrible. Et en fait, quand on y est, ça marche aussi bien qu'autre chose. Donc oui, c'est ce qu'on veut privilégier, et aussi pour émanciper les jeunes et les libérer. Je saurais pas le dire autrement de cette emprise un peu qu'ont les GAFAM sur le monde du numérique. Merci. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Il y a eu beaucoup de questions. Je vous ai fait part de quelques-unes déjà. Nous avons aussi d'autres parents qui souhaiteraient savoir si vous souhaitez
renforcer donc les liens avec le rectorat et l'éducation nationale et peut-être diversifier les offres de formation. Vous parliez là de formation sur le numérique. Il y a peut-être d'autres secteurs que vous souhaitez favoriser? Alors, sur les formations au lycée ou sur les formations après le lycée? Alors, sur les formations au lycée et puis ensuite sur les offres d'orientation. Et de quelle manière envisagez-vous de former les jeunes à l'orientation? Alors, je vais revenir rapidement sur qu'est-ce qu'on soutient. Alors, il n'y a pas que la formation au numérique qui nous paraît pertinente, il y a la formation à tout ce qu'on peut appeler les activités citoyennes, des activités culturelles, la sensibilisation aux problèmes liés à l'environnement, aux discriminations. Donc tout ça, ça fait partie un petit peu d'un package. Alors il y a des parcours qui existent, mais de donner les moyens à des associations d'intervenir dans les lycées, de venir faire de la pédagogie et parler de ces problèmes, rencontrer les jeunes. Alors on parle souvent du féminisme en ce moment. Il y a aussi une période où on parlait pas mal de la lutte, enfin des personnes en situation de handicap, pour l'inclusion. Il y a énormément de choses à travailler et pour travailler là-dessus, il faut que les enseignants, à mon avis, soient le plus possible soulagés des idées qu'il faut toujours chercher une association, le prendre sur son temps libre, avoir les bons contacts, etc. Et que la région, elle soit un petit peu un centre de ressources autour de ça, qu'on cherche un intervenant sur une thématique et puis la région, elle centralise un petit peu les associations qu'elle va subventionner sur le sujet. Ou pas d'ailleurs, hein. Il y a des associations qu'on ne subventionne pas et qui interviennent quand même si c'est quand même un petit peu plus rare. En général, du coup, c'est plus lié au privé. Pour les formations après le lycée ou bien formation parallèlement au lycée général et technologique, nous, on voudrait vraiment développer tout ce qui a trait à la transition écologique, ça je l'ai dit déjà tout à l'heure, puisque ça peut aller de l'ouvrier peu qualifié à la personne à l'ingénieur. Donc, on voudrait vraiment couvrir tout ce secteur pour nous permettre de faire face aux demandes. J'ai vu, excusez-moi, dans le chat rapidement une question sur le lycée agricole. Et oui, en effet, c'est quelque chose que nous voulons absolument préserver et en même temps, nous voulons que cet enseignement agricole soit toujours davantage tourné vers les nouvelles innovations dans l'agriculture biologique, par exemple, la permaculture, l'agroforesterie, on voit bien que le système agricole, par exemple, aujourd'hui, il est vraiment à bout de souffle, avec toujours plus d'endettement, toujours plus d'endettement, toujours plus de problèmes de pollution. Il y a parfois même des conflits d'usage qui se mettent en place. Donc, préparer les agriculteurs à être dans la transition. De toute façon, ils nous ont pas attendu. Beaucoup de jeunes qui reprennent l'exploitation familiale ou les néo-ruraux sont d'ailleurs de toute façon dans ces démarches bienveillantes envers la planète et leurs concitoyens. Merci beaucoup, Madame Germain. Je vais peut-être prendre la partie conseiller en orientation, comme ça on va le régler. Donc, vous savez que les conseillers en orientation existent déjà, c'est donc une compétence de l'éducation nationale. Mais comment voyez-vous ce chevauchement de missions, ce travail entre la région et le rectorat? Allô? Excusez-moi, j'avais pas ouvert le micro. Oui, alors sur les missions qui sont partagées entre le rectorat et la région, alors les conseillers d'orientation psychologues peuvent recevoir aussi des formations en plus de la région et surtout bénéficier de quelque chose que nous, on voudrait mettre en place, c'est un système de veille pour savoir un petit peu quels sont les secteurs qui recrutent. Parce qu'on a beau être à fond pour la transition, on sait bien que pour se nourrir aujourd'hui, tout n'est pas mis en place pour que chacun puisse trouver un débouché, un travail qui lui convienne là-dedans. Donc avoir une veille sur les secteurs qui recrutent, où est-ce qu'on pourrait former les gens, enfin quelles sont les formations qui aboutissent à un emploi. Donc ça, ce serait pour accompagner les conseillers d'orientation psychologues sur leur mission et peut-être aussi recruter des personnes qui seraient issues du monde professionnel pour accompagner les jeunes vers la recherche d'emploi. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Ok. On va parler de
des livres, hein, puisqu'il y a une question sur le fait, est-ce que vous pensez qu'il faudrait utiliser les livres scolaires? Oui, alors je crois que j'ai déjà dit à votre collègue tout à l'heure, mais Oui, Oui, nous l'avons abordé. Est-ce oui, que vous envisagez justement la gratuité, la gratuité exact. des manuels ou la gratuité de l'offre numérique, des supports numériques pour les élèves? alors là-dessus, je vais vous répondre rapidement, mais je pense qu'on n'en a pas énormément discuté entre nous, puisque alors la gratuité fait partie des choses qui nous paraissent intéressantes, mais ce serait plutôt ciblé sur certaines familles avec les quotients familiaux, etc. Très Alors bien. non, Donc, plutôt la gratuité. Non, non, Ce pas serait la quoi? gratuité, c'est ça la réponse que je voulais donner. Pardon. Ah, d'accord. C'est plutôt ciblé sur des personnes qui en ont vraiment besoin. C'est comme sur les ordinateurs, c'est de pas donner un ordinateur à chaque enfant, mais de se dire, ben, on cible des personnes qui en ont vraiment besoin et dans ces cas-là, leur apporter une solution. D'accord. Donc, ce serait plutôt quelque chose de plus individuel que quelque chose de beaucoup plus global. Ouais. En effet. Bien. Euh, vous imaginez bien, imaginant que vous soyez à la tête de la région dès le mois de juillet, que la rentrée arrive très vite. Septembre, c'est dans 2 mois. Donc finalement, il faudrait tout revoir pour les élèves. Alors, pour le moratoire, de toute façon, pour la rentrée, il faudrait se rééquiper pour avoir. Enfin, de toute façon, ceux qui sont en première et ceux qui sont en terminale, ils ont déjà l'ordinateur. Donc, ok. pour là-dessus, on va pas leur dire vous le rendez et puis non. Donc, ce serait vraiment de se réadapter pour les arrivées de seconde. Et je sais que c'est très compliqué pour les familles, c'est très compliqué pour les enseignants, même pour les jeunes, hein, de gérer ce genre de choses, notamment des jeunes qui seraient en situation de redoublement. On peut se dire que finalement, il referait vraiment une année un peu nouvelle. Mais le lycée 4.0, il date pas d'il y a 15-20 ans. Les enseignants, je pense qu'ils sont capables de réagir et de repartir sur autre chose si on leur dit que on met en place une année blanche, une année de réflexion, une année bilan. Donc oui, la rentrée va arriver vite. Et c'est surtout pour le niveau seconde que ce sera intéressant, enfin, qu'il faudra agir. Donc finalement, des années compliquées, c'était des années Covid et ça va être une année blanche que vous nous annoncez. Oui, pardon, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, oui, voilà, ce sera pas le Covid, ce sera, je pense, beaucoup plus joyeux quand même de se dire que les élèves vont quand même retourner en classe avec peut-être pas d'ordinateur, mais c'est toujours chouette d'aller apprendre à l'école. Pas Mm. besoin d'avoir un écran. Alors, je vois là Madame Kuzemski, je sais pas si c'est... Oui, c'est notre présidente. Ah d'accord, c'est parce que Oui, je voyais le texte dans le chat, oui, c'est pour ça. oui, effectivement, je ne sais pas si vous y aviez répondu, mais c'est vrai que la pandémie a mis en évidence des élèves en difficulté, voire en perdition. C'est pas qu'au lycée d'ailleurs, hein. Quels moyens envisagez-vous pour les aider à rattraper ce retard? Alors, je pense que oui, pardon. Je pense que c'est un retard qui va être très compliqué à rattraper. À nouveau, je veux pas forcément me défausser complètement, mais je pense qu'au niveau national, il y a quelque chose qui doit être réfléchi au niveau des programmes, parce qu'on peut pas se dire que sur une année, on va faire un condensé et pouvoir rattraper tout ce qui n'a pas pu être fait. Ça met aussi en évidence le fait que le numérique n'est pas une solution et que la continuité pédagogique n'existait pas en cette période de Covid, à part pour peut-être aller 10% des élèves, et encore je pense que je suis généreuse. Donc il faut non, il y a des retards en effet qui existent, mais je pense qu'il faut s'adapter à ça. Il faut voir quelles sont les orientations que les jeunes veulent prendre et si besoin apporter une aide plutôt spécifique. S'il y a des personnes qui veulent se préparer pour aller à l'université, en prépa ou autre chose, de se dire que ben pour ces élèves-là, on prépare un soutien particulier, mais que par exemple pour l'accès, pour des accès à l'université où il y a pas forcément besoin d'avoir toutes les compétences qui sont enseignées au lycée, eh ben il faut que on laisse ça de côté puis on avance sur autre chose. Moi, je vois vraiment pas comment on pourrait rattraper le retard qui a été accumulé cette année, sauf en faisant de nos élèves des espèces de bêtes de somme qui dormiraient plus et puis qui passeraient leur journée à l'école.
Voilà. Mais accompagner ceux qui en ont besoin et voilà. Mais aussi parler, excusez-moi, j'aurais dû dire que je finissais, mais aussi parler avec l'enseignement supérieur et leur dire que ben voilà, oui, les jeunes qui vont arriver aujourd'hui, il faut pas qu'ils aient les mêmes attentes que pour les jeunes d'il y a 2 ans, mais que c'est pas grave parce que ça veut pas dire qu'ils sont pas capables d'apprendre quand même. Voilà, même si ça prend un peu plus de temps. Oui. Merci Madame Germain. Votre programme vous mettez en avant dans votre programme la justice sociale, l'écologie. En effet. C'est des valeurs qui vous sont chères. C'est des valeurs que partage également l'autre liste de gauche de Madame Filippetti. Qu'envisagez-vous au deuxième tour? Eh bien, écoutez, je peux pas vous répondre là-dessus. Je ne sais pas très bien quel est le programme de l'appel inédit. Alors, c'est vrai qu'on partage les mêmes valeurs, mais moi, je n'ai pas trouvé leur programme sur Internet, mais peut-être qu'il est quelque part où je ne l'ai pas trouvé. Donc, Ben déjà, peut-être sur les feuilles que nous recevons pour les élections, et effectivement, éventuellement. D'accord. Et puis, nous avons pu échanger avec elle. Donc, effectivement, vous partagez effectivement de nombreuses valeurs, des valeurs que vous souhaitez mettre en place dès que possible. Mm-hmm. Oui. Et pour ce faire, est-ce qu'une association de vos idées, de vos groupes, de vos forces est envisageable? Alors, moi, j'aimerais dire, de toute façon, pour le premier tour, il y a déjà eu des discussions qui ont eu lieu. Elles n'ont pas abouti puisque de toute façon, les 2 listes ont été déposées. Donc, je pense que c'est au terme du premier tour, en voyant les résultats, on verra comment se lance la négociation. Après, la main, elle est tendue, le dialogue, il existe. Mais je pense que de toute façon, pour le premier tour, c'est de toute façon trop tard. Pour le deuxième tour, on verra. Et puis voilà. Après, on va voir aussi qu'est-ce qui se passe pour les militants de l'appel inédit, puisqu'il y a eu aussi un refus aussi de leur part de travailler avec nous. Donc je me dis, voilà, bon, pour l'instant, on est là-dessus. Sur les thématiques de l'éducation et sur de nombreuses thématiques, nous sommes bien sûr raccords, hein, puisqu'on est quand même des partis de gauche qui défendons la dignité et le respect de l'humain. Mais sur d'autres thématiques qui sont aussi sur la dignité humaine, je pense on a des avis qui sont un peu différents. On verra à la fin du premier tour quelles sont les idées qui ont le plus parlé aux électeurs, et puis il peut y avoir un accord en voyant quel est le programme qui a le plus parlé aux gens. Voilà. Rien n'est défini pour l'instant. Non, rien n'est défini. De toute façon, tant que l'élection n'est pas terminée, on ne sait pas. Maintenant, nous pourrons parler de la relation que vous aurez si vous êtes élu, hein, si votre liste est élue. Comment envisageriez-vous le partenariat avec les fédérations de parents d'élèves? Alors, je l'ai répété plusieurs fois et ça fait peut-être un peu sourire, mais je pense que la concertation, c'est quand même la base de ce qu'on doit envisager quand on veut mener des politiques publiques. Je reprends l'exemple du lycée 4.0 où je pense que personne n'a été entendu, personne n'est venu les voir avant pour leur dire ce qui se passait. Donc, je pense que autour de la table, il doit toujours y avoir plusieurs acteurs. Les parents d'élèves en font bien sûr partie. Les élèves en font partie aussi, puisqu'on ne peut pas décider à leur place des politiques qui seront mises en place. Les élus aussi, parce que on a une certaine vision et on est aussi les garants de ce qui devrait advenir de notre région. Les enseignants, les équipes d'administration, mais aussi tout ce qui est encadrement, hein, les assistants, alors je vais dire trivialement les pions. Les agents techniques aussi. Je pense que ce sont des personnes qui sont toujours très oubliées dans les politiques publiques. Voilà, les agents d'entretien. En plus, les techniciens sont souvent des personnes qui sont payées par la région. Mais on les considère juste comme des personnes qui gravitent dans l'établissement, ils font un peu partie des meubles, alors que ils sont eux aussi en contact avec les jeunes. Ils ont eux aussi, ce sont en plus des gens qui travaillent, ce sont pas des professeurs, qui ont une autre profession. Donc c'est un autre métier avec lequel les jeunes peuvent être en contact. Ils peuvent avoir un rapport très différent avec les enfants. Donc moi je trouve que c'est
c'est aussi important de les associer eux. Bon, il y a bien sûr les élus locaux, les associations qui gravitent autour, mais voilà, c'était bien sûr la concertation et donc être en lien forcément avec les associations de parents d'élèves. En tout cas, on vous laissera pas vous endormir. Si on est élu, on aura beaucoup de choses à travailler ensemble, ça c'est sûr. Ce qui signifie que vous nous solliciterez beaucoup pour les diverses actions au niveau du Grand Est. Bien évidemment, en plus j'ai envie de dire que vous êtes un peu quand même des experts sur votre thématique. Donc moi je suis enseignante, mais mes autres colistiers ne le sont pas. Moi en tant qu'enseignante, j'ai pas le même point de vue que vous sur certaines choses. Donc forcément, il y a un moment, il faut qu'on se mette autour de la table avec des gens qui ont un peu réfléchi au sujet depuis longtemps. Voilà, on a un programme, mais on sait pas tout. Merci beaucoup, Madame Germain. Je ne vois pas de questions supplémentaires. Donc, nous pouvons peut-être dire que cet entretien touche à sa fin. Nous vous remercions d'avoir joué le jeu des capsules et de nous avoir accordé un peu de votre temps. Puisqu'il n'y a pas plus de questions, je souhaite une bonne soirée à tous et bien sûr, bonne chance pour dimanche prochain. Merci encore de m'avoir accueilli et puis bon courage à vous avec cette fin d'année qui doit être sympathique à vivre. Et puis rendez-vous du coup le 28 au matin. Au revoir. Au revoir Madame Germain, merci. Au revoir Madame, merci. Tchuss. Au revoir. Excellente soirée et merci. Bon courage. Merci à vous. Au revoir.